Bonjour à tous et bienvenue. Hier, mercredi 6 janvier, le Congrès des États-Unis a suspendu en urgence une séance destinée à certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle après l'irruption de manifestants pro-Trump dans le Capitole. Le président sortant, qui refuse de concéder sa défaite, avait appelé ses partisans à défiler à Washington en marge de cette séance protocolaire. Alors que se passe-t-il dans la plus grande démocratie du monde? La démocratie américaine est-elle en péril? C'est le sujet de ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose de rejoindre notre correspondant aux États-Unis, Roger Bion, journaliste à La Voix de l'Amérique. Bonjour. Que s'est-il passé exactement hier, mercredi 6 janvier, au Capitole? Bonjour Fatim, c'était le chaos tout simplement au sein du Congrès américain. Les députés et les sénateurs étaient appelés ce mercredi 6 janvier 2021 à certifier les résultats de la présidentielle et donc à confirmer l'élection du président Biden qui, vous le savez, doit prêter serment le 20 janvier. Et même les partisans du président Donald Trump qui se disent avoir été délestés de la victoire de leur champion se sont donnés pour mission de se mettre sur la route des sénateurs et des députés. Ils ont commencé à manifester au début de la journée dans tout le district de Columbia, à Washington donc. Et finalement, peu après l'après-midi, ils se sont retrouvés dans la cour et l'enceinte du Capitole. Ils ont fait irruption au sein même du Capitole où les députés siégeaient. Le résultat, c'est des blessés, des émeutes dans la cour, des policiers débordés et donc des députés traumatisés qui ont dû interrompre leur session de travail, protégés par les policiers. Et par la suite, c'est un peu plus tard qu'il y a eu des renforts de policiers pour calmer la situation. À l'heure où je vous parle, on fait plutôt le bilan et on dénote 4 morts. C'est dans l'histoire de la démocratie américaine, on n'avait jamais vu cela. Justement, quel est le sentiment de la population américaine face à cette scène de chaos? Disons, Fatim, que l'action des supporters de M. Trump a suscité la désapprobation générale. Et c'est juste que dans son propre camp, le camp républicain, où des élus qui étaient allés au Parlement pour porter sa cause, se sont ralliés finalement aux démocrates pour continuer le travail de certification de l'élection du président élu, Joe Biden. À leur côté, il y a eu par exemple l'ancien président George W. Bush qui a qualifié cette action, les émeutes, d'insurrection. Il y a eu aussi Mitt Romney, le sénateur, qui a qualifié ces événements d'attaque contre la démocratie. Et puis, si vous l'avez remarqué, le compte Twitter du président Donald Trump a été désactivé pour 24 heures. Et puis, la vidéo qu'il a postée pour appeler ses partisans au calme, finalement, a été retirée du feed de la chaîne YouTube. Merci, Roger Bion. Venus de tout le pays, des partisans de Donald Trump se sont retrouvés hier mercredi dans le centre de la capitale fédérale pour une démonstration de force. Au moment où le Congrès a commencé à certifier les résultats de la présidentielle, du gaz lacrymogène a été utilisé dans la rotonde du Capitole après l'irruption des manifestants pro-Trump. Scène d'émeute, tir à balles réelles. Comment en est-on arrivé là? L'Amérique est-elle au bord du chaos? On en parle avec le journaliste Valentin Bougueng. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et l'historien Arthur Banga. Bonjour et merci d'être présent. Salut Fatim. Alors messieurs, comment qualifierez-vous ce à quoi nous avons tous assisté hier? Était-ce une tentative d'insurrection incitée par le président des États-Unis, comme le dénonce le futur président Joe Biden, ou pour d'autres, c'est un coup d'État institutionnel? Comment le qualifiez-vous? Disons ce qui s'est passé donc aux États-Unis, au Capitole, tout d'abord c'est une scène assez surréaliste. Lorsqu'on se place dans le contexte américain, un pays qui a toujours vanté sa démocratie, estimant que c'était la plus grande démocratie au monde et donnant des leçons aussi de temps à autre, sinon très souvent au reste du monde, que des choses de ce genre, des scènes de ce genre d'irruption dans le Parlement pour pouvoir faire imposer ses points de vue en dehors donc, des
des voies légales, eh bien, ça peut paraître assez surréaliste et c'est tout à fait normal que d'aucuns aient estimé qu'il s'agissait pratiquement d'une insurrection, parce qu'on ne comprend pas qu'il y ait eu des élections avec des résultats qui ont été proclamés et que ce qui devait être juste une formalité, ce qui a toujours été une formalité jusqu'ici, puisse donc aboutir à ces scènes de violence. Vous êtes d'accord, c'est une insurrection. Est-ce que le coup d'État institutionnel est un mot adapté, une Pour moi, il y a du choc, il y a du symbole, il y a fort, il y a tout ça, mais les mots insurrection, les mots crise, les mots coup d'État sont des mots dans l'émotion, des mots assez forts. Parce que malgré tout, le système a très bien fonctionné. C'est-à-dire la démocratie a continué, les recours ont continué. Il y a eu 4 heures où moins d'un millier de personnes ont choqué le monde et leur pays. D'ailleurs, s'ils arrivent à rentrer dans le Capitole, c'est parce que, justement, la démocratie garantit, ils ont abusé en quelque sorte de la démocratie et de la liberté de manifestation, la liberté de s'exprimer, qui est une liberté garantie dans la démocratie. Ils en ont abusé. Je pense qu'on a été choqués. Je pense que le symbole est dégradant. Je suis tout à fait d'accord pour un pays qui se veut être le temple de la démocratie et dans le plus grand symbole de la démocratie. Parce que le symbole de la démocratie, c'est plus le Congrès que la Maison-Blanche. C'est plus le Capitole que la Maison-Blanche. Oui, mais crise, coup d'État, insurrection, je pense que c'est des mots très forts. Alors, réunis en Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat américain ont donc ouvert mercredi la procédure visant à certifier les résultats du vote des grands électeurs qui a abouti en décembre à la désignation de Joe Biden comme le vainqueur de l'élection présidentielle de novembre. Messieurs, comment se déroule cette procédure habituellement, on va dire en temps d'accalmie? Qu'est-ce qui se passe avec cette certification? La certification, le processus. Le processus de la certification. Le processus électoral, il va commencer déjà avec les primaires qu'on a vues au sein de chaque parti. Et ensuite, les élections à suffrage indirect. Voilà. Et donc, chaque État a un nombre d'électeurs et c'est sur ces grands électeurs-là qui décident. D'ailleurs, il est arrivé plusieurs fois où le suffrage direct balance pour un candidat et le suffrage direct pour un autre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Hillary Clinton. Face à Hillary Clinton ou avec George Bush face à Al Gore. Après, il y a le vote, le vote des grands électeurs qui vont quand même se réunir et confirmer leur vote. Et la dernière étape avant la prestation du serment, c'est cette certification qui d'ailleurs, je pense que 95% de nos téléspectateurs ne savaient même pas qu'on certifiait parce que c'est plus honorifique, quelques rares fois des débats et puis on passe à l'élection, à la prestation du serment. Mais vous dites c'est honorifique, mais plusieurs élus républicains appartenant tant à la Chambre qu'au Sénat avaient prévu, ils avaient dit qu'ils entendaient contester les résultats de l'élection et jouer leur dernière carte justement lors de cette certification pour empêcher Joe Biden de succéder à Donald Trump. Quelle était leur marge de manœuvre si c'est juste symbolique? Étaient-ce des menaces en l'air? Non, c'est pas à mon avis, ce n'est pas des menaces en l'air. C'est-à-dire qu'ils ont joué en réalité sur le chaos, c'est de la politique du chaos. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que bon, en créant ce désordre, eh bien, on pourrait aboutir donc à des violences et de telle sorte que plus rien ne soit maîtrisable et que éventuellement, pourquoi pas, le président puisse décréter la loi martiale, faire intervenir l'armée et autres, ce qui aurait justement eu des conséquences sur la suite du processus qui devait donc aboutir normalement à l'investiture le 20 janvier du président Biden. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été bien pensé. C'est symbolique, certes, parce que jusqu'ici, la procédure de certification, c'était une procédure, c'était une formalité. Donc les grands électeurs ayant déjà voté depuis le 14 décembre, eh bien, c'était une formalité. Mais eux, ils ont tenu, c'était une sorte de barreau d'honneur, et ils ont tenu à aller jusqu'au bout, gonflé à bloc par le président Trump, qui depuis a fait prospérer dans la presse et partout chez ses partisans les thèses des théories du complot, sans apporter jusqu'ici des preuves quelconques de ce qu'il y aurait eu complot. En tout cas, c'est un mauvais perdant qui a fait un barreau d'honneur jusqu'au bout pour que la procédure puisse être chahutée et aboutir à un chaos. En fait, dans la certification, dans la séance de certification, il y a une possibilité de créer un débat. C'est-à-dire quand un député donc, du Congrès et un sénateur demandent le débat, il peut y avoir débat. Voilà. Donc, une dizaine de sénateurs et de membres de députés pro-Trump voulaient créer le débat justement pour rabâcher ce que Trump rabâche depuis 1 an déjà, que ça a été volé, etc., etc. Mais finalement, ça a été un débat qui n'allait pas gêner le vote. Je pense qu'au final, le vote allait être clair
parce que d'abord, aucun élu ne peut aller contre l'expression, c'est jamais arrivé, ça n'allait pas arriver contre l'expression des grands électeurs. Et puis parce que finalement, même dans le camp Trump, même dans le camp des républicains, les jusqu'au-boutistes commençaient à être un nombre réduit, mais suffisant pour faire du bruit. Voilà. Donc ils allaient, la marge de manœuvre, c'était ça ce jour-là, créer le débat et profiter de cette séance pour rabâcher ce qu'ils rabâchent depuis un moment. Justement, depuis l'annonce de sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novembre 2020, Donald Trump semble être dans une démarche qu'on qualifie d'antidémocratique, du moins à tous ses adversaires. Monsieur, comment comprendre cette obstination du président Trump? Est-ce vraiment qu'une question d'ego ou il y a des enjeux qui nous échappent à ce niveau-là? Il y a des enjeux, absolument. C'est-à-dire que déjà, il est dans son style habituel. On a vécu à la Maison-Blanche ces 4 dernières années, eh bien, on a vécu des scènes d'un président provocateur, d'un président hors norme qui a passé son temps donc, dans des discours très extrémistes, que ce soit sur la scène interne ou sur la scène internationale. Donc, c'est un prolongement de ce qu'il a fait pendant tout au long de son mandat. Maintenant, l'obstination n'a pas que du loufoque, parce que derrière, il y a des enjeux. M. Trump se prépare très sérieusement pour l'élection de 2024. Il se dit que, bon, il y a quand même près de 60, je pense autour de 71 millions, 74 millions de personnes qui ont voté pour Trump. Et il y a beaucoup de jusqu'au-boutistes qui, jusqu'aujourd'hui, estiment qu'il a gagné l'élection. Donc, il veut flirter donc, sur cette vague pour se poser en candidat naturel donc, des Républicains en 2024. Des Républicains, c'est la question qu'on a posée. Est-ce que finalement, Trump et ses partisans, des jusqu'au-boutistes, parfois des extrémistes, mais en tout cas, c'est un électorat potentiel. Est-ce qu'ils ne vont pas le forcer à créer un mouvement et mettre fin, en tout cas, mettre en péril le bipartisme américain? Est-ce que ça ne sera pas l'issue de cet affrontement? Déjà, là, je suis d'accord avec Valentin, c'est que Trump, il s'est imposé au Parti républicain. Hein. Trump, et d'ailleurs, les adversaires les plus durs de Trump sont ceux qui sont de l'établissement républicain. On voit Mitt Romney, ancien candidat, W, qui a parlé aujourd'hui. Trump s'est imposé justement parce qu'il a su surfer sur cette vague-là, qui est une vague un peu de l'Américain méprisé par l'élite, de l'Américain blanc qui n'a pas forcément de boulot, du suprémaciste, etc. Donc, c'est en s'appuyant sur eux qu'il a gagné la primaire républicaine. Des gens qui ne votent pas trop habituellement. Qui votent surtout dans des élections locales, mais c'est eux c'est ça l'électorat de Trump. Et d'ailleurs, Trump, c'est en termes de vote, c'est quand même fort. Quelqu'un qui avait 95% de ceux qui avaient voté pour lui, qui ont confirmé, qui ont revoté pour lui. Donc c'est quelque chose d'important. Il y a une base électorale très forte, justement, très solide. Justement, je suis tout à fait d'accord avec Valentin. Une base électorale qui est séduite justement par ce genre de propos. Théorie du complot, des gauchistes, des communistes qui veulent foutre d'Amérique en l'air. Voici tout le vocabulaire que son équipe entend. Donc je pense qu'il prépare de la plus belle des manières 2024. Mais pas au sein des Républicains, contrairement à ce que dit Valentin. Il a une idée aussi, c'est que hors du Parti républicain, la bataille est perdue. Pour quelle raison? Parce qu'il faut de l'argent, Trump en a. Il faut un financement. Oui, mais pour gagner des élections, un mouvement, il y avait déjà des gens de ce mouvement-là au sein du Parti républicain. Le vice-président Mike Pence, par exemple, ou Sarah Palin, c'était des gens qui incarnaient ce mouvement-là, mais qui n'avaient pas ce vocabulaire, qui n'avaient pas ce style, qui épousaient parfaitement. Sinon, Trump, il a voté démocrate dans sa vie. Mais là, il avait quelque chose, un couloir sur lequel dépasser. Il va sans doute renforcer ce mouvement au sein du Parti républicain. Mais de là, sorti du Parti républicain, je pense qu'il ne va pas oser parce que c'est se suicider, à mon avis. Vous pensez que... Non, je pense que le système bipartisan américain a encore de longs jours devant lui. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certainement, il est quelque peu en crise, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est un processus lent au sein des partis, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde occidental. Il y a toujours aujourd'hui des remises en cause au sein des partis traditionnels, au sein des façons de faire de la politique qui conduisent à des évolutions. Mais l'évolution du modèle du parti aux États-Unis me semble devoir continuer sur la base bipartisane. Et je pense que Trump, comme le dit tout à l'heure le docteur Banga, écoutez, Trump ne peut pas sortir, il n'a pas un gros avenir hors du Parti républicain. De la même manière que, comme il le dit, je suis tout à fait d'accord avec lui, de la même manière qu'il s'est imposé au Parti républicain, eh bien, ce n'est pas maintenant où il est. En
endosse en plus cet héritage d'avoir participé, d'avoir été président de la République, d'avoir fait ses preuves, d'avoir représenté pour presque une bonne moitié des Américains, l'Américain tel qu'il se rêve. Eh bien, moi, je pense qu'aujourd'hui, encore, même pour 2024, il sera bien obligé donc de conforter son assise au sein du Parti républicain, qui, bien sûr, au sein de ce parti, il y aura bien sûr d'autres candidats, notamment les Mike Pence et autres, peuvent tout à fait naturellement se porter candidats. Rapidement, je veux quand même préciser quelque chose dans le bipartisme. On ne l'a pas peut-être vu, mais le Parti démocrate lui-même en a été victime. Toute la tendance Bernie Sanders, qui a posé des problèmes à la fois à Hillary Clinton et à Joe Biden dans les primaires, c'est l'autre miroir de c'est censé être le communiste. Dernière chose sur ce que je veux dire. Là, maintenant, il a tellement poussé le bouchon loin hier que ça risque justement de le desservir dans cette bataille au sein des Républicains. C'est la crainte que j'ai. Je pense que s'il n'y avait pas hier, il était bien parti pour être le candidat naturel de 2024. Mais hier, il a vraiment, comme on le dit, il a poussé le bouton trop loin et j'ai peur justement qu'il le regrette un peu. Alors ce processus a pu reprendre finalement par la suite et le Congrès a validé donc la victoire de Joe Biden ce jeudi matin même. Un couvre-feu a été instauré dans la capitale fédérale, notamment pour forcer les émeutiers à rentrer chez eux. Messieurs, la prochaine grande étape, c'est l'investiture du président Joe Biden le 20 janvier. Doit-on craindre des débordements, voire pire, le 20 janvier à venir? Non, moi, je ne crains pas. Je ne pense pas parce que déjà, hier, comme je l'ai dit, Trump a tellement poussé le bouchon hier, très loin, qu'il a compris lui-même les limites ou les faiblesses de cela. Et donc, je ne crois pas qu'il fasse. En revanche, ce que je crains, c'est dans les symboles. Va-t-il être présent à l'investiture? Voilà, C'est-à-dire, en dehors même du symbole, je pense que Trump, c'est un personnage imprévisible. C'est ce qui le caractérise plus qu'autre chose. Il est capable de tout. C'est-à-dire que, bon, on peut considérer, vu sous l'angle rationnel, habituel, que bon, ce qui s'est passé, eh bien, il est allé trop loin. Mais avec Trump, on ne sait jamais s'il est allé trop loin. On n'est pas à l'abri d'une... Je le concède, je le concède. Mais moi, je veux aller très loin, messieurs, justement. Parce que on a envie de se demander, face à cet électorat, vous l'avez dit, imprévisible, de complotistes, de suprémacistes blancs, est-ce que, de manière indirecte, la vie de Joe Biden ne peut pas être en danger face aux supporters de Trump? La vie des présidents... Et puis les présidents américains ont souvent été assassinés, mais est-ce que c'est complètement déconnecté de la réalité de se poser cette question? Déjà, la série 7 du 24 heures chrono interprétait déjà une tendance aile droite. Mais là, on parle de la réalité. Ouais, mais qui s'inspire des choses de la réalité. Donc oui, il peut y avoir des gens qui peuvent pousser la folie jusqu'à faire de Joe Biden l'incarnation justement de ce communisme, des gens qui menacent l'Amérique, etc. Oui, dans ce cas-là, même si pour moi ça reste peu probable. D'accord. Les craintes sont pas... Comme je disais, la sécurité des chefs d'État partout est un sujet, c'est un gros sujet et tout peut arriver à tout moment. On la craint déjà même pour Obama, où on se disait, mais est-ce qu'il pourra, avec cette polarisation excessive de la société américaine, cette fracture qui s'est d'ailleurs aggravée avec lui, cette fracture raciale, cette fracture sociale, est-ce que Obama pouvait survivre à cela? Donc Biden, qui a été le vice-président d'Obama, est également dans le même cas de figure. De la même façon aussi, vous vous en souviendrez, eh bien, quand Trump a été élu, on se demandait s'il pourrait arriver jusqu'à la fin de son mandat, si quelqu'un ne pourrait pas attenter à sa vie. Donc, bon, c'est une question récurrente. Messieurs, quel sera l'impact, notamment de la journée d'hier et puis, de toute manière, de l'élection présidentielle américaine de 2020 sur les relations internationales des États-Unis? Leur image a été entachée par ce processus électoral. Qu'en est-il de leur crédibilité lors de leur critique des processus électoraux? Rouhani ce matin. Faut juste oui, en Iran, effectivement. C'est clair que c'est la catastrophe pour les États-Unis. Ils sont plus en position de donner de leçons pendant un bon moment. Voilà. Et ça, c'est là que Trump il touche vraiment au symbole des États-Unis. Je pense qu'il a abîmé complètement
durant tout son mandat d'ailleurs, le capital sympathie que les gens avaient pour les États-Unis. Mais là, je pense qu'on n'a jamais atteint un tel niveau de dégradation de l'image américaine. Oui, avec Trump, clairement, c'est un mythe qui s'effondre. C'est un modèle qui part en lambeaux. C'est l'image de l'Amérique qui est par terre. Il était venu, ce monsieur, avec un fameux slogan de la grandeur de l'Amérique. Eh bien, on voit dans quel trou il a mis son pays aujourd'hui au thème de son mandat. C'est-à-dire que c'est un mandat, en tout cas, qui a desservi totalement l'image des États-Unis dans le monde, mais qui, paradoxalement, eh bien, n'est pas si négative au sein d'une bonne partie du peuple américain. C'est ce qui fait peur. Monsieur, les démocraties occidentales, on a l'impression qu'elles se sont longtemps crues à l'abri de ce type de débordement qu'on aime souvent attribuer au peuple africain et à leurs représentants. Est-ce que les démocraties occidentales doivent s'attendre à des contestations populaires lors des prochaines élections, en tout cas des prochaines échéances électorales? Est-ce que c'est une crainte à avoir? Les contestations populaires, paradoxalement, la crise des Gilets jaunes, par exemple, on a vu des Gilets jaunes aller jusqu'à sur l'Arc de Triomphe. Mais il n'y a pas encore eu d'échéance électorale. On le verra le jour du vote en 2022 en France, peut-être. Contester les résultats, je pense qu'il n'y a pas eu plus de 1000 personnes devant le Capitole hier. Donc je pense que l'essentiel de la population est profondément ancré d'ailleurs, c'est tout dans l'ordre et dans le respect. Je pense aujourd'hui que si vous faites un sondage au lendemain ou même dans 2 semaines sur qu'est-ce que les gens pensent de ce qui s'est passé hier dans cette démocratie, c'est de la catastrophe. En revanche, l'Occident doit traiter maintenant les autres avec un peu d'humilité. Voilà, un peu d'humilité, à la fois par rapport à ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et ce qui s'est passé hier, parce qu'ils ont souvent l'impression qu'ils sont infaillibles. On a vu que leur système sanitaire est infaillible. On voit aujourd'hui que les démocraties sont aussi faillibles. Donc, il faut traiter les autres avec beaucoup d'humilité. Les Africains doivent comprendre que malgré les regrets et les douleurs qu'on peut avoir, la démocratie, la nation, c'est des choses qui se construisent et qui se construisent souvent avec difficulté, avec douleur. Mais nous sommes dans un processus que nous devons tous continuer ensemble. S'il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé hier, à mon avis. Oui, les contestations, elles se font déjà depuis un certain temps, c'est-à-dire avec la montée des populismes, par exemple en Europe, des extrémistes et autres. Ce sont des coups de semonce qui sont donnés depuis quelques années au processus démocratique et dont l'extravagance de Trump n'est en fait qu'un épisode. Donc nous sommes dans un processus lent de défiance. Des défiances des gouvernés vis-à-vis des gouvernants en Europe qui marquent quand même une sorte de crise du modèle démocratique occidental. Ça, c'est une tendance forte et qui va continuer parce que nous sommes dans un cheminement de remise en cause de ce modèle qui a montré ses limites. Il y a eu certainement de bonnes choses, tant mieux les libertés et autres, mais on s'est rendu compte que ces démocraties ne sont pas allées forcément avec un mieux vivre des personnes. Aujourd'hui, la preuve en est bien que la résurgence de toutes ces inégalités, la résurgence de tous ces extrémistes et autres qui sont en fait le reflet d'une sorte de défiance, d'une sorte de désenchantement vis-à-vis de la démocratie. Et là, c'est une tendance lourde qu'il va falloir regarder. Et c'est une preuve aussi, excuse-moi, c'est une preuve aussi de ce que les Africains doivent prendre leur propre destin en main. Il s'agit de recréer chacun. Aujourd'hui, il s'agit de réinventer un imaginaire politique, un imaginaire démocratique qui soit ancré sur nos valeurs locales, sur nos valeurs traditionnelles, de nos réalités. Le fait de toujours voir les démocraties occidentales comme un idéal, comme la perfection, eh bien, on voit bien avec Trump et les États-Unis ce qu'il en est aujourd'hui ou ce qu'il en reste. Je dis, il y a même Viktor Orban, par exemple, qui a gagné grâce à ce modèle démocratique, mais aujourd'hui, qui l'éprouve au maximum. On a eu pendant un temps la coalition au pouvoir en Italie, qui nous a montré aussi la montée des populismes est vraiment une menace pour la démocratie. Et comme en 1933, les populistes profitent de la démocratie. Hitler a profité de la démocratie, Mussolini avec beaucoup plus de manœuvres, mais la montée des populismes reste une menace pour la démocratie et la nécessité de réfléchir et de donner des solutions en profondeur. Parce que tout cet électorat, tous ceux qui sont prêts à se mobiliser, c'est parce que pendant longtemps, ils ont été méprisés par une élite politique.
Pendant longtemps, ces Américains n'ont pas été compris. Mais excusez-moi, est-ce que ce sera la dernière question? Est-ce que justement ce jeu d'alternance auquel finalement les Africains ont tendance à croire, c'est-à-dire d'imposer le bipartisme partout, est-ce que cette alternance sur des décennies où on a vu la gauche, la droite, les démocrates et républicains finalement faire la même chose, est-ce que ça ne participe pas à ce désenchantement? Mais c'est clair. À ce désenchantement de tout, et cette défiance des populations vers leurs dirigeants. Aujourd'hui, On leur a laissé des décennies pour se renvoyer la balle. Oui, Et rien n'a été fait. Justement, la montée des populismes est la conséquence directe de l'échec de la démocratie, que ce soit au plan de la représentativité parfaite des populations, que ce soit au fait même des résultats en termes économiques et sociaux. Sur le plan de la représentativité, eh bien, de plus en plus en Europe, ailleurs, dans le monde démocratique occidental, eh bien, les populations se rendent compte qu'elles sont imparfaitement représentées. Et ça pose un problème. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont élus, eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Ensuite, au niveau même de l'efficacité déclarée du système démocratique, on se rend bien compte avec l'accroissement des inégalités, avec la paupérisation même des populations en Europe aussi, on se rend bien compte que même sur le plan de l'efficacité, eh bien, ce modèle a montré ses limites. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci de votre participation. Merci à vous de nous avoir suivis. Mes meilleurs voeux pour 2021. Restez sur RTI 1.